Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Colline Wiatrowski, doctorante ici même à l'Institut Camille Jordan en théorie des nombres, qu'on appelle aussi arithmétique. Alors, mon sujet de thèse, plus précisément, ce sont les propriétés algébriques des unités de Stark, mais malheureusement, à moins que vous ayez 2 semaines devant vous, je ne vais pas réussir à vous l'expliquer. Donc, à la place, je vais plutôt essayer de vous introduire certains objets qui sont présents en théorie des nombres et pourquoi est-ce qu'on les étudie. Avant ça, je vais revenir sur une petite équation. Et oui, désolé, on fait des maths. Donc, une équation, là, de degré 3, x puissance 3 moins 3x plus 1 égale 0. Cette équation, c'est le genre d'équation que se donnaient les mathématiciens italiens au XVIe siècle comme challenge à résoudre les uns aux autres. Et certains mathématiciens ont développé une méthode, donc au XVIe siècle. Ils se sont dit, pour résoudre cette équation avec quelques petites manips, ils ont réussi à se ramener à la résolution d'une équation un peu plus simple puisqu'elle est de degré 2. Simplement, comme à vous, on leur avait toujours dit qu'un carré, c'est toujours positif. Et donc, voyant cette équation, ils se sont dit qu'il y avait un problème puisque là, on a un carré qui est négatif. Et donc, la solution, comme on est en maths, on peut se dire, on peut essayer d'inventer des choses et voir ce que ça va donner. Donc c'est là qu'ils ont eu l'idée d'introduire le fameux nombre i, le fameux nombre imaginaire, qui est la racine de moins 1. Et grâce à ce nombre, ils ont pu continuer leur calcul et à la fin obtenir 3 solutions qui sont bel et bien réelles. Donc finalement, agrandir le cadre dans lequel on se plaçait, ça nous permet de résoudre notre problème dans le cadre initial. Donc ça, pour l'instant, c'est pas vraiment de la théorie des nombres, on va y venir. Alors la théorie des nombres, plus précisément l'arithmétique, c'est l'étude des nombres entiers à la base. Donc, dans les nombres entiers, il y a un phénomène très particulier qui est que tous les nombres entiers, je peux les découper sur des briques élémentaires qui sont les nombres premiers. Je peux les découper de manière à peu près unique. Alors, à peu près, vous vous dites, voilà, presque unique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes mathématiques? C'est pas très rigoureux tout ça. Donc, je vais vous montrer sur un exemple. Par exemple, est-ce que vous savez découper 18 en facteurs premiers? Alors 3 fois 3 fois 2. Ok, donc 3 fois 3 fois 2. Alors effectivement, c'est une façon de le découper. Donc 2 fois 3 fois 3, on peut changer l'ordre, ça ne change rien. Mais là, je vous ai proposé 2 autres façons de le découper. Alors ces façons-là, c'est pour ça que c'est presque unique. Elles sont similaires, mais pas tout à fait les mêmes. Alors pourquoi? En fait, dans Z, c'est ce qu'on appelle un anneau, ça se comporte de manière très gentille. On peut faire des additions, on reste dedans, des multiplications, des soustractions. Par contre, quand on fait des divisions, c'est là que ça se complique. Si je divise 3 par 2, ça me donne 3 demi, 1,5, c'est pas vraiment un entier. Par contre, il y a certains nombres par lesquels on peut toujours diviser avec la garantie de rester dans Z. Ces nombres-là, il n'y en a pas beaucoup, c'est 1 et moins 1. Si je divise 9 par moins 1, ça me donne moins 9, je reste bien un entier. Donc 1 et moins 1, ils ont un rôle un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle les unités de Z. Et donc, finalement, la décomposition, elle est unique à multiplication par ces unités près. Donc, c'est-à-dire, je peux faire apparaître des moins 1 dans certains termes, mais globalement, c'est à peu près unique. Alors, grâce à cette décomposition, on peut résoudre l'équation x carré moins y carré égale 21. Là, ce qui m'intéresse, on fait de l'arithmétique, c'est les solutions entières. Donc pour ça, je vais utiliser mon théorème fondamental de l'arithmétique, qui me permet de découper 21 en briques élémentaires, donc 3 fois 7. Et à gauche, je vais utiliser une petite identité remarquable. Et là, en ayant factorisé, je vais pouvoir faire la liste de toutes les possibilités pour les termes de gauche qui doivent être forcément un diviseur de 21, donc 1, 3, 7, 21 ou leurs opposés, et obtenir la liste des solutions. Donc là, je l'ai fait pour 21, mais en fait, on aurait pu le faire pour n'importe quel nombre, en prenant x carré moins y carré égale n, en décomposant n en facteurs premiers, etc. Bon, ben voilà, on sait faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je remplace mon moins par un plus? Alors ça, c'est le théorème des 2 carrés de Fermat. Donc Fermat se posait la question, mais en réalité, bien avant lui, déjà, vers 1800 avant Jésus-Christ, la question apparaît déjà. Donc, on peut se demander quels sont les nombres entiers que je peux écrire comme somme de 2 carrés. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, de nombre entier qu'on peut écrire comme somme d'un carré plus un autre carré? 2, effectivement, j'ai entendu 2. 2, c'est 1 au carré plus 1 au carré. Très bien. Alors, on ne peut pas tous les écrire. Par exemple, 3, vous n'arriverez pas à l'écrire. Alors, pour répondre à cette question, il y a plusieurs méthodes d'approche, mais notamment, au tout début du 19e siècle, Gauss a introduit
ce qu'on appelle maintenant les entiers de Gauss. Donc comme tout à l'heure, l'idée ça va être d'élargir un petit peu le cadre dans lequel on travaille, comme les Italiens l'ont fait. Simplement si on l'élargit trop, si on prend tous les nombres complexes, on va perdre la rigidité arithmétique qui nous donne cette fameuse décomposition. Donc il faut l'élargir un peu, mais pas trop. Donc là, on va avoir besoin d'introduire à nouveau i. Simplement, on va juste prendre, donc c'est les nombres que je vous ai représentés là sur le plan complexe, donc c'est les nombres à coordonnées entières, donc les nombres qui s'écrivent comme un entier plus i fois un entier, ce fameux i de tout à l'heure. Sur cet entier, j'ai à nouveau une décomposition presque unique en produits de premiers. Alors les premiers, je ne vais pas vous expliquer rigoureusement ce que c'est, mais là sur le dessin, c'est ceux que j'ai représentés en rouge. Et pareil, c'est à peu près unique, c'est-à-dire que c'est aux unités près. Les unités, c'est les nombres par lesquels on peut toujours diviser. Ici, c'est i plus i, moins i, plus 1 et moins 1. Donc, c'est ce que j'ai représenté en jaune ici. Donc, grâce à ça, Gauss a réussi à répondre à la question. Alors, cette question, elle est purement théorique. Se dire, ah, est-ce que j'ai des solutions entières à cette équation ? Ben, c'est une question qu'on peut se poser comme ça, mais on peut se dire, effectivement, c'est intéressant, mais ça sert à quoi? Alors, ça sert à quoi? C'est pas forcément la motivation qui a motivé Fermat et compagnie à se la poser, mais il se trouve que plus tard, on s'est rendu compte que ça avait une application. Donc ça, c'est un petit teaser pour l'exposé d'Hugo tout à l'heure, donc c'est en lien. Ça nous permet, les entiers de Gauss, de faire des jolis dessins. Hugo vous expliquera un petit peu plus ce que c'est que cet objet. Alors, je vais en venir maintenant au triplet pythagoricien. Donc parmi les x carré plus y carré égale n, un cas particulier, c'est le cas où n est lui-même un carré. Donc c'est une question qui était déjà présente, pareil, chez les Babyloniens, parce qu'elle apparaît, alors si on les appelle triplets pythagoriciens, c'est parce qu'on peut les reformuler cette question de manière géométrique. Là, vous reconnaissez peut-être une équation qui vous rappelle le théorème de Pythagore. Donc finalement, cette question, on peut la reformuler en se disant quels sont les triangles rectangles dont toutes les longueurs sont des entiers. Et cette question-là, donc, les Babyloniens, donc ça c'est une tablette d'argile qui date de 1800 avant Jésus-Christ, sur laquelle il y a des listes de triplets pythagoriciens. Donc cette question théorique, elle est pas récente. Il y a plusieurs méthodes pour y répondre, et une fois de plus, les entiers de Gauss peuvent nous sauver la mise. Il y a d'autres façons de le faire, mais les entiers de Gauss permettent de le faire de manière élégante. Alors, en mathématiques, une fois qu'on sait faire quelque chose, on a tendance à se dire « Ok, cool, mais alors maintenant, comment est-ce que je peux développer pour la suite ?» Donc là, ici, j'ai x puissance 2 plus y puissance 2 égale z puissance 2. Est-ce que je ne pourrais pas remplacer ce 2 par autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des solutions? Si je remplace ce 2 par 3, par 4, par 5, est-ce que j'ai toujours des solutions? Alors, on en vient au dernier théorème de Fermat, qui sera aussi notre dernier théorème pour aujourd'hui. Donc, le théorème de Fermat, qui est très puissant, nous dit que pour n supérieur ou égal à 3, cette équation n'a pas de solution triviale. Donc, les solutions triviales, qu'est-ce que c'est? Ce sont les solutions pour lesquelles un des termes est nul. Donc, c'est des solutions qui n'ont pas vraiment un contenu mathématique très intéressant. Et en dehors de ces solutions très simples, en fait, il se trouve qu'il n'existe pas de solution. Donc, une méthode de résolution, par exemple, pour n égale 3, ça va être une fois de plus d'élargir le cadre dans lequel on se situe. Donc, ce cadre-là, ça va être les entiers d'Eisenstein, donc, qui sont engendrés par ce nombre-là et z. Et cet anneau des entiers, il a une fois de plus des propriétés sympathiques, c'est-à-dire qu'on peut aussi décomposer un nombre en briques élémentaires de manière unique. Et pareil, c'est presque de manière unique, c'est aux unités près, donc les unités ici, on en a 6. Pour n égale 5, à nouveau, donc voilà, pardon, je vous les ai dessinés ici, donc là, c'est les unités, donc ça c'est tous les entiers d'Eisenstein, et les unités ce sont ces 6 points ici en jaune. Pour n égale 5, on va se placer dans un autre anneau qui, une fois de plus, a les propriétés de décomposition de manière unique en facteurs irréductibles. Et cette fois-ci, on voit que c'est presque unique, une fois de plus, à unité près. Là, les unités, on voit tout de suite qu'elles sont un petit peu plus compliquées. En fait, des unités, il n'y en a plus un nombre fini, il y en a une infinité, des nombres par lesquels on peut diviser
en restant dans notre ensemble. Donc, moi, dans ma thèse, justement, ce sont des unités que j'étudie, alors des unités un petit peu particulières, qui s'appellent les unités de Stark, mais parce que dans le cadre général, ça peut avoir les déterminer, ça peut être moins aisé que ce qu'on pourrait penser. Là, je vous ai donné des cas assez simples. Pour terminer, je voudrais donc revenir sur le théorème de Fermat. Le théorème de Fermat, on se dit, ok, ben là, en regardant, en élargissant un petit peu le cadre dans lequel on se place, on peut le résoudre pour n égale 3, on peut le résoudre pour n égale 5. Est-ce qu'on pourrait continuer comme ça pour tous les n? Alors c'est sans doute ce que Fermat avait en tête, simplement malheureusement il faisait une erreur, puisque cette fameuse décomposition en briques élémentaires de manière unique, eh ben en fait, elle ne va pas marcher pour tous les anneaux des entiers. Donc les anneaux des entiers, c'est les choses dont on a vu des exemples ici. Donc ça ne va pas être vrai en général. Et il y a un mathématicien qui s'appelle Kummer qui a eu l'idée de remplacer juste le concept de nombre par le concept d'idéaux. Donc les idéaux, c'est plus des ensembles de nombres. Et sur ces idéaux-là, on peut à nouveau retomber sur une décomposition en briques élémentaires. Malheureusement, ce n'est pas celle-ci qui permet de démontrer le théorème de Fermat. Donc je l'ai appelé théorème de Fermat, mais on l'appelle souvent aussi théorème de Fermat-Wiles, parce qu'il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour en avoir une vraie démonstration complète et très compliquée à comprendre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.